Et puis aussi, chez ConfKids, on croit en la rencontre, le fait de découvrir une personne qui, sur un sujet, va nous inspirer, va nous donner envie d'y aller. Et on a découvert qu'on partageait ses convictions avec une personne géniale qui s'appelle Éric Antoine. Salut Éric. Salut Déborah, comment ça va? Ça va super bien. Merci d'être avec nous ce matin. On est tellement heureux de t'avoir au ConfKids. Écoutez, vous connaissez sans doute le formidable magicien qu'est Eric. Et c'est sûr, on va avoir besoin de magie et d'émerveillement pour le monde futur. Ça va être essentiel. Mais ce pourquoi on l'a invité en particulier aujourd'hui, c'est parce qu'il essaye de regarder le monde avec les yeux de l'enfant qu'il était et peut-être même de l'enfant qu'il est encore. Et donc, on va essayer de détecter tous ensemble en quoi ça consiste pour cultiver ce regard en grandissant. Donc cette Conf Kids, on va dire, on va faire un peu comme Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, on va dire qu'elle s'adresse aux enfants, mais elle s'adresse aussi aux enfants qui ont été les adultes qui sont avec nous aujourd'hui. Donc bienvenue à tous, bienvenue Eric. On va poser une première question aux enfants et lever la main et ça va être le démarrage de notre conversation où Eric rebondira sur ce que vous nous direz. Qu'est-ce que ça provoque chez vous, les enfants, l'idée de grandir? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça vous met en joie? Qu'est-ce que vous projetez là-dedans et comment vous imaginez les choses? Alors, Mélissa, je te donne la parole. Tu es avec nous, Mélissa? Non. Alors, Mélissa, dès que tu rebranches ton... Ah ben si, tu as branché ton micro, ma belle. Non, ça ne va pas. Bon, écoute, dès que tu peux, Mélissa, reviens. Fatima, il faut juste que tu rebranches ton micro. Vous m'entendez? On t'entend. Coucou, bienvenue. Parfaitement. Bonjour. Alors, est-ce que c'est Bonjour ton Fatima. prénom déjà, Fatima, ou est-ce que c'est le prénom de ta maman? Non, en fait, moi, c'est Mélissa. Ah, c'est Mélissa. Ah, Désolée. il y a un ne sois pas désolé. Alors, Il y a Mélissa, un décalage. ouais, il y a un petit décalage. Qu'est-ce que ça provoque chez toi l'idée de grandir? T'avais levé la main, ne levez pas la main. Et lui, il est magicien. Lui. Alors, déjà, je suis pas un enfant. Je ne sais pas si vous posez cette question à un enfant. Ah bah idéalement, mais tu as un enfant depuis combien de temps? Depuis plus longtemps que les autres, apparemment. Je ne suis plus un enfant. Enfin, mais j'aurais aimé, mais bon. Quel âge as-tu? J'ai 22 ans. 22 ans, tu es une jeune femme. Voilà. Tu peux lever la main si tu veux. Alors, Mélissa, bah, du coup, dis-nous comment tu projettes maintenant qu'on est avec toi. Ça vaut le coup d'être partagé quand même. Comment tu vois l'avenir pour toi à 22 ans? Tu as encore toute la vie devant toi? Honnêtement, j'aurais aimé retourner un peu dans l'enfance parce que je n'ai pas assez profité, je pense. Et je me souviens, même en étant enfant, j'ai jamais voulu être adulte, ce qui n'est pas le cas pour la majorité des enfants, je ne sais pas pourquoi. Et je sais vraiment pourquoi, mais j'ai jamais voulu être adulte. Et là, j'ai peur de grandir, on va dire. Et comment vous dire, peut-être que vous allez vous moquer un peu de moi, mais jusqu'à mes 19 Non. ans, je croyais que le licorne existait, ce qui est un peu grave. Enfin, je l'ai su à mon cours d'SVT en terminale, mais... Que quoi existait? J'ai pas entendu. les licornes. Les licornes existaient. Ouais, les girafes existent, peut-être que les licornes existent. Quand tu penses qu'une girafe, ça a un cou de 5 mètres, ça a une peau de léopard, ça a des cornes de martien, tu dis que quand même, Bon, quand pas même qu'elles beaucoup, soient magiques, pas qu'elles soient tout est magiques, possible. pas qu'elles soient Écoute-moi magiques, etc. Mais Ouais, ouais. j'ai cru juste un cheval qui a une corne existait, quoi. Bon, bah écoute, Et, merci. Bah écoute, Mélissa, il n'y a aucune raison d'avoir honte de penser que les licornes existent. Absolument. Tant qu'on n'a pas prouvé qu'elles n'existaient pas, on se laisse le bénéfice du ouais. doute. Voilà. C'est ça? Ah, ça, c'est bien, merci. Merci. Personne n'a prouvé qu'elle n'existait pas. Personne. Non, On est merci agnostique. beaucoup, Francine, ça me rassure. Bon. Bah, bienvenue Mélissa, et c'est cool, merci pour ça. Alors on va demander à Emmanuel, Mélissa, tu restes avec nous, n'hésite pas à relever la main. Emmanuel, hop, on te laisse brancher ton micro. Allez. Qui est l'enfant derrière Emmanuel? Est-ce que c'est Emmanuel ou Non, c'est pas moi. Ah, c'est pas toi. Ah, Comment tu t'appelles? Charlie. Salut Charlie. Et Eric Antoine de Lego Master. Oui, exactement, ma chérie. Exactement. Quel âge as-tu, Charlie? Je suis pas une fille. Ah, t'es un garçon. Quel âge as-tu, mon pote? J'ai 6 ans et demi. Ah, c'est cool. 6 ans et demi. Ah ouais, cool.
Tu as bientôt 7 ans. Tu sais que 7 ans, c'est l'âge de raison. Ça y est, dans 6 mois, tu es un adulte, hein, quasiment. Oui. Alors, Je rigole. Alors, toi, tu veux répondre à la question de Déborah? Est-ce que tu as envie de grandir ou est-ce que tu as envie de rester enfant? Bah, j'ai envie de rester enfant. Et pourquoi ça? Qu'est-ce qui te plaît dans l'enfance? Parce que si on grandit, peut-être qu'on peut mourir. Ah, tu penses que c'est quand on grandit qu'on peut mourir? Oh là là. D'accord. Et il y a d'autres choses qui te font peur dans le fait de grandir? qu'est-ce qui te fait peur? Il y a d'autres choses qui te font peur dans le fait de grandir? Non. Non? Est-ce que tu penses qu'il y a des trucs cool quand on grandit? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses bien? Tu peux pas parler des discothèques pour Bah l'instant, c'est oui. cuir. Quoi d'autre? Papa, c'est les discothèques qui lui manquent. Mais toi, qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire quand tu seras grand que tu peux pas faire maintenant? Ou qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que tu penses que sont les avantages d'être grand? C'est ce que je voulais dire. Bah, conduire une voiture. Ah, conduire une voiture, ça c'est trop cool. Donc la liberté, l'indépendance, ça, c'est génial. Ça c'est génial. Ok, c'est super, Charlie. On va parler de tout ça dans un instant alors. C'est super, Merci. c'est un très bon sujet. Merci, Charlie. On s'arrête 2 secondes parce qu'il y a des choses qui ont été dites qui me plaisent déjà et sur lesquelles je trouve, Eric, toi, tu dis de très belles choses. C'est la question de la peur. Quand on est enfant, parfois, effectivement, on a peur. Est-ce que la peur, peut-être, ça peut être un super pouvoir méconnu ou pas du tout? La peur, c'est une émotion qui décuple tes forces et qui décuple tes sensations et qui te permet de voir le monde de manière avec beaucoup plus d'acuité. L'acuité, c'est-à-dire que tes sens s'éveillent. En fait, la peur, ça naît c'est très ancien, c'est très ancestral, comme l'homme vivait encore dans la nature, était encore un homme préhistorique, devait se protéger tout le temps de plein de dangers, des animaux, de la météo, des intempéries, des catastrophes naturelles. En fait, la peur, ça lui permettait de trouver de la force. Dès qu'il avait peur, ça envoyait de l'endorphine, une hormone, c'est-à-dire c'est comme un super pouvoir qu'on a dans le corps qui nous permet d'aller plus vite, de courir plus vite, de regarder plus loin, d'être plus éveillé. Donc la peur, c'est un super pouvoir. Avoir peur, ça permet de se protéger et ça permet finalement d'avancer. Et ça permet aussi de ne pas se mettre en danger, de protéger aussi les gens qu'on aime. Donc la peur, c'est vraiment très intéressant. Et en fait, ce qu'il ne faut pas, c'est avoir peur de sa peur. Parce que quand on a peur de sa peur, on appelle ça par exemple au théâtre, on appelle ça le trac, ça te bloque. Mais si tu es content d'avoir peur, tu te rends compte que tu frissonnes, tu te rends compte que tu es complètement éveillé, et tu te rends compte que tu perçois des choses, que tu vois et tu sens, tu entends des choses que d'habitude tu ne vois pas, tu ne sens pas, tu n'entends pas. Quand tu as peur, par exemple, quand tu imagines des trucs un peu étranges, quand tu es dans le noir dans ta chambre, tout d'un coup, tu entends des craquements que tu n'entendais pas avant, tu entends des trucs bouger que tu n'entendais pas avant. Et donc, la peur, ça nous réveille. Et la peur, c'est un super pouvoir. C'est vraiment très intéressant. Et il y a un roman que j'adore, alors ça, c'est plus un roman pour les adolescents que pour les enfants, mais qui s'appelle Dune, qui est un roman de science-fiction. Et il y a une phrase que dit le héros de ce livre. Il dit « Je laisse la peur me traverser. Elle fait le vide en moi, c'est-à-dire elle efface tout sur son passage. Et quand elle a tout effacé, tout nettoyé, dans ce grand vide qu'a créé la peur, derrière, il y a moi. Et on se trouve. » Et donc, la peur, c'est incroyable parce que ça te permet finalement de découvrir un petit peu qui tu es. Ça, c'est très intéressant. Merci, Eric. On va donner la parole à Marie. Marie Dussautois, est-ce que tu peux rebrancher ton micro? Coucou. Alors. Bonjour Marie. Bonjour, c'est pas moi qui vais parler, du coup, c'est Ismaël, mon fils. Ah, bon, alors, enchanté Marie et salut Ismaël. Salut. Alors, salut. Ismaël, Quel âge as-tu, poteau? J'ai 9 ans. 9 ans, cool. Donc, tu es encore en CM1 ou en CM2? CM1. CM1, ok, super. Donc, quelle est ta question? Grandir, moi, ça me fait un peu peur. Mm-hmm. Qu'est-ce qui te fait peur d'en grandir? Je sais pas, ça change beaucoup.
c'est-à-dire les choses qui changent, c'est-à-dire de changer de vie, en fait, un petit peu, de changer de repère. C'est ça qui t'inquiète. Bah, on change et on peut. Bah, Ah, de tes changements à toi, de grandir physiquement, c'est ça aussi qui t'inquiète? non, pas trop, mais je sais pas trop ce qui m'inquiète. Est-ce que c'est l'inconnu? Est-ce que Ismaël, le fait de dire, bah là aujourd'hui, finalement, le monde dans lequel je suis, je le connais bien. Alors il y a des trucs chouettes, il y a des trucs moins chouettes, mais le monde vers lequel je vais, je le connais pas encore et du coup ça m'inquiète cette incertitude en quelque sorte. Non, pas trop. D'accord. Bon, on a tout, on n'en a pas mis une dedans quoi. Ça roule. Alors, qu'est-ce qui te fait peur, toi, dans la vie? Qu'est-ce qui te fait peur? Est-ce qu'il y a des trucs qui te font peur? Peut-être de grandir et de voir, par exemple, des gens mourir. Ah, c'est encore la mort, d'accord, qui revient. Écoute, c'est une question qui est très forte. Moi, c'est une question que je traite souvent en spectacle. J'ai écrit beaucoup de numéros sur ce sujet de la mort. Et il y a beaucoup de choses évidemment, moi, je suis plus âgé que vous, donc j'ai déjà perdu beaucoup de gens autour de moi. Et je l'ai vu beaucoup dans ma vie. Donc, c'est une question qui est très angoissante et c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive souvent chez les enfants à l'âge de 7 ans, les premières angoisses de mort. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quelque part, tout à l'heure, Déborah parlait de l'inconnu. C'est la grande inconnue, la mort, puisque personne ne sait vraiment ce qu'il y a après. Donc, il y a des gens qui croient qu'il y a une vie, d'autres en certaines religions. Il y a plein de croyances différentes. Mais personne n'a prouvé de manière incontestable et incontestée ce qui existe. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai l'impression que les gens qui disparaissent ne disparaissent pas vraiment. C'est-à-dire que, par exemple, ma maman, mon papa qui sont partis il y a longtemps, j'ai l'impression de toujours leur parler. J'ai l'impression qu'ils sont toujours là. Et au travers de plein de petits signes. Et il m'est arrivé une histoire assez incroyable quand la première fois que j'étais sur la tombe de ma maman, là où elle est enterrée, elle s'appelait Françoise, ma maman. Et la première fois où j'ai été, j'ai reçu le coup de fil d'une Françoise qui m'a dit « Allô, c'est Françoise ». Et qui m'a dit « Je suis la productrice de Michel Drucker ». Et Michel Drucker, c'est un des présentateurs, si c'est pas l'animateur de télévision le plus connu de France. Et en fait, cette nouvelle Françoise qui est rentrée dans ma vie, elle m'a offert mon premier grand travail il y a plus de 10 ans de ça à la télévision. Et donc, quand ma maman Françoise est partie, que l'autre Françoise est arrivée, exactement au même moment, je trouvais ça magique. Je trouvais que c'était un signe, ça rendait ma vie incroyable et magique. Et il y a plein de petits signes comme ça, je trouve, au quotidien. Donc, les gens qu'on aime, ils sont avec nous toujours, quoi qu'il arrive. On peut toujours continuer à leur parler intérieurement. Ils continuent à discuter avec nous, toujours. L'amour est éternel, pour de vrai. Donc après, je pense que parmi les gens qui écoutent aujourd'hui, il y a plein de croyances différentes, il y a plein de pensées différentes. Mais je pense que c'est une chose sur laquelle on est tous d'accord, c'est que l'amour, le vrai amour, quand on aime quelqu'un, cet amour-là ne disparaît pas lorsqu'on disparaît. Il continue à vivre chez la personne. Est-ce que ça te plaît comme histoire? Alors moi, je voudrais vous partager en complément de ça, il y a effectivement l'amour qu'on a peur de perdre, dans cette peur aussi de la mort. Mais je vous partage cette image qui dit, Snoopy, tu sais, un jour, on va tous mourir. Alors, c'est inéluctable, ça va arriver. Et Snoopy lui répond, ouais, mais tous les autres jours, on va vivre. Et peut-être aussi que ce que ça veut dire, c'est qu'on a un tas de trucs à faire dans cette vie-là qui nous permettent justement d'éloigner cette peur et de remplir, en fait, d'être dans le désir de la vie plutôt que dans la peur de la mort et d'essayer tous les jours de remplir nos vies en faisant des choses qui comptent pour nous et qui comptent pour les autres. Avec nos super pouvoirs, avec ce qu'on est. D'abord, avant tout aussi, peut-être en acceptant ce qu'on est, parce que c'est ce qui va nous permettre tous les jours de construire le monde en nous et autour de nous. Et je sais aussi, Eric, que sur le fait de s'accepter, ça c'est un des gros sujets aussi de l'enfance. C'est difficile parce qu'on grandit, il y a plein de choses qui nous viennent en tête, on se plaît pas. Tu peux nous parler un peu de ça? Pour moi, il y a 3 secrets à la joie. Et les 3 secrets, c'est 3 mots. L'un, c'est l'acceptation, l'autre, c'est la confiance, et le troisième, c'est la curiosité. Et l'acceptation, c'est la base de tout. Donc, on parle de la mort, et c'est comme ça. Ça fait partie de nos vies. Il y a un jour, en fait, on vit des milliers et des milliers de jours, et puis il y a un jour, on meurt. C'est comme ça. Et cette acceptation-là,
ça nous permet aussi d'accepter notre vie telle qu'elle est, c'est-à-dire finie. C'est-à-dire que elle dure un certain temps. Et ce temps-là, c'est le nôtre. C'est le nôtre. Ce corps que nous avons tous, c'est le nôtre. Ce prénom, cette vie, ces parents qu'on a sont les nôtres. Cette maison, cet appartement dans lequel on vit, c'est le nôtre. Et ça, si tu pars avec cette première sensation de dire, bon ben voilà, ça c'est moi, ça c'est ma vie, c'est mon école, c'est mes copains, c'est comme ça. La première chose, c'est d'accepter. Une fois que mais accepter, c'est pas se contenter. C'est dire, voilà la situation dans laquelle je suis. C'est pas dire, bon, bah, je peux rien y faire. C'est, je pars de là. J'en suis là. Je suis ici aujourd'hui avec vous et ça, c'est la situation. Et ça, on ne peut rien y faire d'autre. On peut soit la refuser, auquel cas, ben, on souffre, puisque on est tout le temps, on ne veut pas, on ne fait pas, etc. Soit on l'accepte et on en fait quelque chose. Et donc, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette vie? Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces relations? Qu'est-ce qu'on va faire de tous nos potentiels? Il y a certains qui naissent, par exemple, il y a une différence entre le don et le talent. Le don, c'est ce qu'on donne, et le talent, ça vient d'une monnaie qui s'appelait le talent d'ailleurs, qui est une vieille monnaie antique, et donc c'est ce qu'on a. Donc à la naissance, on naît avec, certains vont naître avec le talent beauté, d'autres vont naître avec le talent intelligence, d'autres vont naître avec le talent pognon, d'autres avec le talent grandeur, d'autres, etc. Et donc, tous ces talents-là, c'est une chose. Et puis après, il y a ce qu'on donne. C'est la générosité. Il y a ce qu'on fait, il y a ce qu'on choisit, il y a tous ces chemins qu'on prend. Et donc, la base, avant de donner, et puis il y a un mot que j'adore aussi, qui est le mot pardon, qui est par-delà le don, c'est-à-dire aussi se pardonner soi, mais pardonner les autres quand on fait des bêtises, quand nous on en fait, quand les autres en font, et d'avancer. Et pardonner, c'est encore donner encore plus. Et donc, dans ces deux choses-là, tu vois, le don, le talent et la première chose, l'acceptation, on peut finalement faire de nos vies ce qu'on a envie d'en faire. Moi, par exemple, je viens d'une famille, j'avais qu'une maman, j'avais pas de papa, et j'avais une maman qui était dans le domaine médical, qui était psy. Et moi, je suis magicien, et je suis humoriste, et je suis animateur télé. Et je fais des productions de spectacles. Donc, tout ce que je fais est assez éloigné, finalement, de là où je viens. Il y avait rien qui me destinait à être magicien, rien. C'est juste qu'un jour, je me suis baladé au hasard dans Paris. Quand j'avais 13 ans, j'aimais bien me perdre, et me balader et me perdre. Et je suis tombé sur une boutique de magie. Et j'ai ouvert la porte et j'ai acheté un premier livre. Et puis, je suis tombé malade. Et j'étais au lit beaucoup. Et ce premier livre de magie était un de mes livres les plus importants lorsque j'étais malade. Et cette acceptation-là, finalement, c'était, bon, ben voilà, je suis malade, je peux pas bouger, qu'est-ce que je fais? Ben, je lis. Et dans cette situation, et j'ai lu, mais tellement de livres quand j'étais adolescent. Et ça m'a rempli le cœur, ça m'a rempli de joie et ça m'a permis de faire ce métier qui est celui du théâtre. Et donc, ça m'a permis aussi d'écrire mes spectacles, ça m'a permis de réfléchir, de penser, d'imaginer. Donc, finalement, c'est dans cette contrainte qui a été, par exemple, le fait que je sois souvent cloué au lit à cause de ma taille qui grandissait, des décalcifications osseuses, des douleurs et tout ça, que je suis devenu aussi le magicien que vous connaissez et que maintenant, je suis le magicien le plus connu de la francophonie. C'est quand même génial de me dire ça, de me dire on est 300 millions de francophones et puis il y a des milliers de magiciens, des milliers d'humoristes et moi, je suis celui que les gens aiment le plus et qui me renvoient, qui viennent voir le plus en spectacle. Et ça, c'est un cadeau, c'est magnifique. Et ça part finalement d'une souffrance. Ça part d'un moment où j'étais pas bien. Ça part d'un moment où j'étais adolescent, je pouvais pas trop bouger, où je me trouvais trop grand, trop moche, pas cool. Je faisais de la magie, j'étais ringard. Et maintenant, tout ça sont des forces. Donc c'est ces histoires-là que j'aime bien. Dans la vie d'enfant, souvent on ne se rend pas compte en fait que ce qui est nos faiblesses sont nos forces. Moi, j'ai 2 garçons de 11 et 7 ans. Et puis, comme tous les enfants, ils ont des peurs, ils ont des angoisses, etc. Et souvent, ce qui les angoisse, c'est leur force. Par exemple, un était stressé parce qu'il avait perdu un cadeau d'un copain. Et moi, ce que je voyais derrière, c'était que pour lui, l'amitié, c'était très important. Et que sa tristesse, ça prouvait à quel point l'amitié est importante. Qu'il stressait parce qu'il avait oublié un devoir. Et je me rendais compte qu'en fait, il avait envie de travailler, que c'était un bon élève et que l'acte
qui est ce stress-là, cette peur, cette angoisse, ben finalement, ça montrait autre chose de lui. Donc, c'est toujours comme ça que je regarde un petit peu le monde. Une oreillette qui est tombée. Comme ça, je regarde un peu le monde. J'essaye d'accepter la situation et d'en tirer parti. Voilà. Donc là, peut-être qu'on peut dire que la transformation aussi, ça c'est un des trucs qu'on voit beaucoup chez les enfants. Vous, les enfants, vous êtes toujours capables, avec une boîte d'œufs, vous arrivez à faire une fusée, vous arrivez avec un caillou à bâtir une cathédrale. Enfin, est-ce que la transformation est aussi la créativité, l'imaginaire à partir d'une chose qu'on va détourner de son usage? Est-ce que ça fait partie des super pouvoirs qu'on perd peut-être un petit peu dans le temps, qu'on oublie? Moi, il y a une histoire que j'adore sur ce sujet, Déborah. C'est une histoire de Picasso. Alors, Picasso, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des peintres les plus importants de l'humanité, qui a créé le cubisme, un des créateurs du cubisme, qui est un style de peinture. Et ce qu'on dit souvent d'un artiste, c'est qu'un artiste, il a son point de vue. Il a un point de vue que personne d'autre n'a. Et Picasso, il a créé un truc incroyable. Il peignait des dessins de plusieurs points de vue à la fois. C'est-à-dire qu'on voyait un portrait, par exemple, de femme, et on le voyait par-dessus, par-dessous, par le côté, par-dessus. Et donc, ça donnait des visages complètement déformés. Et Picasso, c'est le premier artiste à avoir regardé les choses de plusieurs points de vue à la fois. Donc, c'est très, très intéressant. Il fallait vraiment y penser, il fallait vraiment être génial pour arriver à trouver ça. Et un jour, Picasso rentre dans une école primaire et le professeur, l'institutrice, montre à Picasso les dessins de tous les enfants. Et il leur dit, regardez, maître, elle l'appelait maître, regardez, maître, ils dessinent tous comme vous. Et Picasso lui répondit, oui, certes, mais est-ce qu'ils dessineront encore comme moi lorsqu'ils seront grands, lorsqu'ils seront adultes? Et en effet, non. Tout le monde oublie ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant chez vous, les enfants, et que nous, les adultes, on perd, c'est que vous êtes beaucoup plus curieux, qui est un des mots les plus importants. Vous connaissez moins les règles, donc vous êtes moins enfermé dans les règles de la société. Vous êtes plus en observation, tout vous attire, alors que nous, les grands, seuls les trucs qu'on pense être importants nous attirent. Et donc, ce regard des enfants, moi, c'est le regard que je cherche continuellement en tant qu'artiste. J'essaie de redevenir un enfant continuellement en restant un adulte, en ayant les qualités de l'adulte. Ce qui est intéressant, c'est d'allier les deux, parce qu'un enfant aussi, parfois, c'est relou, hein. Ça fait des crises pour rien. C'est plus égoïste, parfois aussi. Ça pense qu'à lui. Un adulte, parfois, il pense d'abord aux enfants avant lui. L'enfant, il pense toujours à lui avant tout. Il fait des crises. Donc, il y a des défauts chez les uns et des défauts chez les autres. Et ce qui est très intéressant quand on grandit, c'est de garder les qualités de son enfance et de découvrir les qualités de l'adulte. Et donc, de mélanger les deux. Et là, pour revenir à ta question, Déborah, donc on était parti des super pouvoirs de l'enfant. Moi, par exemple, qui suis magicien, je sais qu'il y a des tours que je ne peux pas faire aux enfants parce que les enfants voient le truc, alors que les adultes ne le voient plus. Et ça, c'est vachement intéressant. C'est, par exemple, c'est ce qu'on appelle, nous, en magie, le détournement d'attention. C'est-à-dire que si tu fais un mouvement rapide, eh ben, ça cache un mouvement lent. Si je fais ça, tout le monde va regarder ma main droite, mais personne ne verra que j'ai bougé un tout petit peu le doigt à gauche. Que ce petit mouvement va me permettre de faire disparaître une pièce, de faire quelque chose comme ça. Que un grand mouvement cache un petit mouvement. Que, par exemple, un mouvement proche efface un mouvement qui est loin. Et les enfants, ils ont la faculté de regarder plus partout que les adultes. C'est-à-dire que leur regard va, oh, un papillon, oh, une fourmi, oh, une voiture, alors que l'adulte qui conduit sa vie ne voit que la grosse voiture qui est en train d'arriver, ne voit plus le papillon, ne voit plus la fourmi, tout ça. Et ça, c'est très intéressant à cultiver quand on grandit. Très intéressant de rester le plus ouvert possible, le plus curieux possible, ce mot dont je vous parle beaucoup, qui est pour moi le mot le plus important au monde, mais vraiment le mot curiosité. Le mot curiosité, il vient d'une langue morte qui s'appelle le latin, et il vient d'un mot qui s'appelle cura, qui vient de cura, qui veut dire soigner. Donc celui qui est curieux soigne. Celui qui pose des questions, en fait, finalement, s'occupe des autres. Et il y a une phrase que je déteste parmi toutes, qui dit « Les enfants, la curiosité est un vilain défaut ».
Et ça, c'est les parents qui sont fatigués parce qu'on en a marre de répondre à vos questions. Mais nous, et il faut toujours répondre aux questions, c'est trop important. La curiosité, poser des questions, et toute question posée est une question intelligente. Même si après on vous dit la question n'était pas intelligente, on s'en fiche. Vous avez la réponse à votre question et donc vous êtes devenu un peu plus intelligent. Poser une question, c'est devenir un peu plus intelligent, c'est devenir un meilleur être humain, c'est devenir plus heureux, c'est devenir plus joyeux, c'est aider les autres. La curiosité, c'est la base de tout. D'ailleurs, c'est un peu lié à la confiance aussi, parce que s'autoriser à être curieux, s'autoriser à chercher, s'autoriser à poser des questions, il faut se dire, ma question n'est pas stupide ou ce que je recherche n'est pas vain. Et donc, je sais que c'est ton troisième pilier, la question de la confiance. Est-ce que toi, tu étais un enfant qui avait confiance en lui ou pas tellement, toi, Eric? Moi, assez peu. Il y a eu deux étapes. Il y a eu mon enfance et puis ma préadolescence et mon adolescence, je dirais. Et il y a trois étapes. Enfant, j'étais, je pense, assez confiant parce que j'ai retrouvé des carnets scolaires où je suis très bon élève et il est écrit très bon élève, mais antiscolaire. Je vois ça à 8 ans, à 9 ans. Je dis, mais pourquoi ils écrivent antiscolaire? Ça veut dire quoi, antiscolaire? Et en fait, antiscolaire, ça voulait dire quelqu'un qui trouve les solutions, mais qui veut pas suivre la méthode du professeur. Et ça, je trouve que c'est quand même assez génial que l'enfant que j'ai été ait pu avoir ça. C'est-à-dire se dire, ben moi, je vais faire comme j'ai envie de faire. Du moment que je trouve la solution, il n'y a pas qu'une seule solution, il y en a plusieurs. Et moi, c'est la mienne et c'est celle-là. Et ça, je suis assez fier de cet enfant-là. Et puis jeune adolescent, quand je suis rentré en sixième, il y a eu beaucoup de soucis dans ma famille, un divorce, déménagement, la perte de mon père, enfin beaucoup de choses, qui fait que quand je suis arrivé en sixième, je n'étais plus du tout intéressé par l'école. En plus, j'étais le frère aîné, donc j'avais aussi un petit peu les responsabilités de mon petit frère et de ma petite sœur, et j'ai redoublé ma sixième. Et à partir de ce moment-là, j'ai cru que j'étais idiot. J'ai cru pendant très longtemps, mais pendant des années et des années, et l'école m'a renvoyé ça, que j'étais pas fait pour l'école, que j'étais pas dans le moule et que j'étais pas malin et que j'étais pas intelligent. Et ça, donc, ça m'a fait perdre terriblement confiance en moi, terriblement. Il m'a fallu presque plus de 10 ans, de 10-12 ans pour reprendre confiance. Je pense que j'ai commencé à reprendre même 15 ans, je dirais. J'ai perdu confiance vers l'âge de 11 ans et je pense que j'ai commencé à reprendre conscience vers l'âge de 25-26 ans. Donc, il a fallu beaucoup de temps. Et encore, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, j'en ai 44 et je trouve que je commence à prendre confiance aujourd'hui. Donc, pour vous dire à quel point c'est long, c'est un long parcours. Et la confiance, c'est magnifique parce que la confiance qu'on accorde à soi, ben, c'est de l'amour aussi, finalement. C'est se permettre d'être soi-même. C'est se permettre, moi, je suis un peu foufou. Bon, je pense que tout le monde l'aura remarqué dans mes spectacles. Être fou, c'est bizarre pour les autres. On a peur que les autres vous aiment pas quand vous êtes fou, quand vous êtes bizarre, quand vous êtes singulier, quand vous êtes différent. Et finalement, on est tous singuliers, on est tous bizarres, on est tous différents. Et ça, c'est accepter cette différence, c'est le premier mot, accepter, puis ensuite faire confiance à cette différence. Donc, c'est faire confiance à chaque enfant que vous êtes. Vous avez tous et toutes des forces, des super pouvoirs, des passions, des envies qui sont différentes peut-être de vos parents, de vos copains. Et alors, c'est les vôtres. C'est ça qui est important, c'est de les respecter, c'est de les entendre, c'est de les accepter et c'est de leur faire confiance. C'est de faire confiance à ce que vous avez envie de dire, c'est de faire confiance à ce que vous pensez, c'est de faire confiance aux gens, aussi de donner votre confiance à des gens en qui vous pouvez donner votre confiance. Donc de choisir les gens aussi qui vous font du bien et qui vous font confiance. C'est que la confiance, ça doit être réciproque, ça doit être quelqu'un qui vous fait confiance à qui vous donnez votre confiance. Et vice-versa. Donc, ce mot-là, en effet, pour moi, c'est le deuxième mot. Je dirais le premier, c'est l'acceptation. Le deuxième, c'est la confiance. Et le troisième, c'est la curiosité qui est l'expression de soi vers le monde. Voilà. Merci Eric, ça fait du bien hein, samedi matin. Là, j'espère que vous êtes contents parce que moi, je sais même plus où j'en suis dans mes notes tellement j'écoute ce que tu dis. Donc, du coup, je vais passer le bâton de parole. Ça va être plus simple, le temps de m'y repérer. Élodie, je te passe la parole. Tu as levé la main. Hop, n'hésite pas à réactiver ton micro. Salut. Allô. Allô. Oui, bonjour. Bonjour Élodie. Moi, je vous passe mon fils, Willow.
Salut Willow. Je voulais parler. Salut, T'as quel âge, Comment oui? ça va? Pardon. ça va bien et j'ai 11 ans. Super, cool. Ah bah, dis donc, en plus, c'est capable de répondre à 2 questions en même temps. Très belle preuve de dissociation. Milo, qu'est-ce que tu voulais partager? Moi, j'aime bien grandir, mais à la fois rester enfant. Parce que j'aime bien grandir parce qu'on peut faire plein de choses, mais rester enfant parce que moi aussi j'ai peur des choses. Je sais pas quoi, mais j'ai peur. Des fois, j'ai pas envie et des fois, j'ai envie. Alors, tout à l'heure, il y a un mot que donnait Déborah qui est très important, c'est le point commun à toutes les peurs. Le point commun à toutes les peurs, c'est l'inconnu. Et finalement, on sait ce qu'il y a dans le passé, mais on ne sait jamais ce qu'il y a dans le futur. On ne peut pas le savoir, c'est l'inconnu. Donc, aller dans le futur, grandir, ça fait forcément peur. C'est impossible. Et justement, la peur, finalement, quand tu dis je ne sais pas, bah, tu parles exactement de ça. Tu parles de l'inconnu, puisque l'inconnu, c'est l'endroit où on ne sait pas. Et alors, c'est très intéressant parce que pour moi, les grands artistes, les êtres humains qui me parlent le plus, et tout à l'heure, je vais parler de Picasso, mais par exemple, Jacques Brel, qui était un chanteur incroyable. Picasso disait, je peins en terre inconnue. Brel disait, je chante en terre inconnue. Et c'est-à-dire qu'ils racontaient en fait qu'ils allaient là où ils avaient peur. Ils allaient dans un endroit qu'ils ne connaissaient pas encore. Et donc, dès qu'ils connaissaient, ils allaient ailleurs. Ils allaient chercher l'aventure. Et grandir, c'est une aventure. Quand vous êtes grandir, ça demande du courage. Ça demande le courage. J'aime bien ce mot aussi parce que dans courage, il y a rage et il y a cour qui, en fait, vient du mot cœur. Donc c'est la rage au cœur, c'est le courage du cœur, c'est la puissance du cœur, le courage. Et donc grandir, ça fait peur. C'est normal. Si vous n'avez pas peur, c'est que vous restez dans un endroit où vous connaissez déjà tout, donc où il n'y a aucun inconnu. Et un endroit où il n'y a aucun inconnu, où il n'y a aucune aventure, c'est un endroit où on ne peut pas évoluer. C'est un endroit où on reste pareil, où rien ne bouge. Et finalement, on s'installe dans un confort qui peut être agréable à un moment. Hein. Je ne dis pas, parfois j'aime bien être dans un endroit protégé, connu et tout. C'est la maison, ça fait du bien la maison. Et on en a besoin de se reposer, c'est important. Mais si on a envie d'évoluer, de faire des choses, on est obligé d'aller à l'extérieur, là où on ne connaît pas. Et donc, tout le travail de nous les parents, de nous les adultes avec vous les enfants, c'est vous, petit à petit, vous donner confiance en vos forces et vos super pouvoirs et votre pensée. Et toute l'école sert à ça. C'est que justement, cette peur-là que tu sens, Willow, c'est que tu l'acceptes, que tu prennes confiance et que malgré la peur, tu avances et que tu fasses ce que tu as vraiment envie de faire. Donc, la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est n'ayez pas peur de cette peur. Soyez heureux parce que si vous avez peur, c'est que vous êtes vivant. C'est que vous êtes, donc vous pouvez être joyeux, vous pouvez être triste, vous pouvez être fou, vous pouvez être calme, vous pouvez être tout ce que vous voulez. Si vous avez peur, c'est que vous sentez la vie. Et souvent, j'ai envie de dire, la peur, c'est aussi un petit baromètre. Un baromètre, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'aiguille qui indique, par exemple, le temps, mais aussi une boussole qui peut indiquer le nord. La peur, ça peut être la boussole de l'endroit où on doit aller. Par exemple, il y a des aventuriers, des grands aventuriers. Il y a un homme que j'ai rencontré qui s'appelle Gérard d'Aboville. Gérard d'Aboville, il a traversé l'Atlantique à la rame. C'est la première personne en solo, c'est-à-dire une petite barque. Et il s'est dit, moi, je vais passer de l'Europe aux Amériques en étant seul dans une barque. Il faut vraiment être très, 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 très courageux. Et il raconte, et un jour, il monte sur une scène de théâtre dans un cours de théâtre où je suis. Et le professeur lui dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Et lui dit, c'est ici où j'ai le plus peur. Donc, il avait peur de monter sur scène. Moi, je peux dire, j'ai plus peur d'aller traverser l'Atlantique à la rame que de monter sur scène. Mais lui, il avait peur, et donc c'était toute sa vie, c'est ça, c'est de chercher la limite, la peur, parce qu'à chaque fois qu'il va vers la peur, il découvre un petit peu plus qui il est. Et quand il a traversé l'Atlantique à la rame, il nous a raconté quelque chose, il nous a dit, le moment où j'ai eu le plus peur, c'était quand j'étais à la moitié exactement entre l'Europe et les États-Unis, que j'étais épuisé et je me dis, je n'ai fait que la moitié, je ne sais pas si j'ai la force pour faire la suite. Et là,
et il pense que les autres personnes qui ont tenté cette aventure et qui ont disparu à ce moment-là. C'est vraiment le moment où tu es confronté à toi-même, confronté à tes limites. Et cet homme, il cherche la peur, mais en même temps, c'est un aventurier raisonné et qui n'est pas suicidaire. C'est-à-dire que, par exemple, il a descendu des chutes des chutes, donc des torrents, des chutes en Afrique, je ne sais plus quelle chute, mais parmi les plus dangereuses du monde. Et il était avec un groupe. Et le groupe a décidé un jour de continuer l'aventure et lui a dit non, non, celle-là, il ne faut pas la faire, la météo n'est pas bonne. Et malheureusement, tout le groupe a disparu. Et lui, eh ben, il a survécu parce qu'il a décidé de descendre du bateau avant. Donc, il est aussi, c'est pas un fou. Il cherche pas la peur à tout prix. Bon, là, je vous parle d'un aventurier. On n'est pas tous des aventuriers. Moi, je suis pas un aventurier, par exemple. Moi, j'aime la peur émotionnelle. J'aime, par exemple, me découvrir des nouveaux terrains d'émotion. Donc, par exemple, le théâtre, c'est magnifique parce que quand tu travailles des rôles au théâtre, ben, tu découvres plein de choses, tu joues plein de choses que toi, tu n'as pas vécues dans la vie. Et donc, tu découvres toutes ces aventures, tu découvres ta jalousie, tu découvres ta colère, tu découvres ta générosité, tu découvres parfois ton avarice, tu découvres tes qualités et tes défauts au travers de ces aventures en travaillant, en jouant tous ces rôles qui sont différents de toi. Donc, j'ai envie de te dire encore une fois, la peur, c'est génial. Ça nous réveille et c'est un signe qu'on est dans la bonne direction. Et je pense si tu as peur, si tu as envie, si ça te fait plaisir, si ça t'excite, si tout ça arrive en même temps, c'est que tu dois absolument faire cette chose parce que ça veut dire que c'est fait pour toi. Merci Eric. Merci Willow. Alors, on a beaucoup parlé des peurs. On va parler peut-être un peu maintenant aussi de ce qui nous donne envie, ce qui vous donne envie peut-être de grandir et qui pourrait prendre naissance un petit peu dans ce que vous êtes déjà quand vous êtes enfant. Donc, il y a Tiao, qui a 6 ans, qui nous écrit « J'ai hâte de grandir parce que j'ai hâte d'avoir un métier ». Alors, il y a ça aussi chez vous les enfants qui est exceptionnel, c'est la capacité à rentrer dans la peau de n'importe qui. Donc, on le voit bien dans les jeux que vous faites, quand vous faites jouer vos jeux. Alors, à mon époque, c'était des Barbies, je ne sais plus ce que c'est aujourd'hui, mais en tout cas, quand vous faites jouer vos personnages ou quand vous vous mettez… Des Lego. Ouais, évidemment, les petits persos que vous fabriquez aussi en Lego. Mais cette capacité à vous mettre en scène. Donc ça, on va se le mettre de côté. Merci Thiao pour ça. Et je vais vous donner la parole, Stéphanie Ballian, je vais vous donner la parole. Est-ce que vous avez des choses positives à nous dire dans cette idée ben voilà, moi j'ai hâte de grandir parce que. Et aujourd'hui, en tant qu'enfant, eh ben, je projette cette idée-là et j'ai envie d'aller vers ce futur-là. Stéphanie, tu es là? Bah, il y a moi, donc c'est Ethaniel, j'ai 14 ans, et il y a ma sœur Elora qui a 10 ans. Salut Ethaniel, salut Elora. Donc, Laura, vas-y, tu veux dire quelque chose? Tu commences. Okay. Donc, moi, en fait, j'ai hâte de grandir principalement parce que je considère que je serai plus libre. Je serai plus indépendant, comme on dit. Et puis, du coup, forcément, j'aurai plus accès à ce que je veux faire. Le métier que je voudrais faire après, c'est justement d'être encore plus libre, c'est de devenir astronaute. Donc, moi, c'est mon but d'aller dans l'espace pour découvrir encore plus loin que là où je connais, quoi, en gros. Et ça me paraît… ça fait peur quand même, parce que l'astronaute, il y en a plusieurs qui ont fait des missions et qui n'en sont pas revenus. Et après, moi, au passage, j'ai très envie parce que j'ai vraiment envie de découvrir ce qu'il y a plus loin que ce que je connais. D'accord, tu es un explorateur, quoi, Ethaniel. Ouais, plus dans l'exploration, en effet. Ok. Waouh. Et Laura, tu voulais en profiter pour dire quelque chose? Moi, j'ai envie de grandir et ça me fait pas peur de grandir, en fait. Qu'est-ce que vous aimeriez garder, puisque ça ne vous fait pas peur de grandir, c'est que peut-être il y a déjà une filiation dans votre tête entre ce que vous êtes aujourd'hui et l'avenir, c'est-à-dire il n'y a pas cette incertitude, tout ce changement, vous ne projetez pas forcément tout ce changement. Aujourd'hui, vous pensez que c'est quoi vos super pouvoirs à vous, où vous vous dites, mais ça, quand je serai plus limité par mon âge, par le fait peut-être que je sois dépendant parce que je ne gagne pas ma vie et que voilà, et puis je suis un enfant, bah ça, je le garderai plus tard parce que ça va m'aider à faire ce que je veux faire. Est-ce que vous savez mettre le doigt là-dessus? Ouais, moi je pense. En fait, moi, je pense que mon super pouvoir, c'est de prendre conscience des choses. J'arrive à me rendre compte de certaines choses que d'autres n'arrivent pas à voir. J'arrive à voir au fond de moi, on pourrait dire précisément, j'arrive à voir qu'est-ce que je ressens. Et c'est aussi parce que j'ai eu des rendez-vous avec plusieurs psychologues, plusieurs psychiatres, aussi d'autres personnes qui avaient d'autres thèmes. Je fais de la méditation et ça, et du coup, je vois plus ce que je ressens de ça. Et la peur aussi, j'arrive
à combattre, on pourrait dire aussi, mais à m'en nourrir, on pourrait dire. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en gros, j'arrive à ressentir, quoi. C'est-à-dire que Alors ça, c'est intéressant, Eric, j'aimerais bien t'écouter là-dessus. Quand on est enfant, Oui, il y a cette capacité à se regarder beaucoup, à entrer en soi, parce qu'on est très connecté à ses émotions, et en même temps aussi cette capacité à prendre vachement de recul, et les deux ont l'air de vivre un peu en même temps, une forme d'hyperconscience. Tu t'en penses quoi, toi? Là, déjà, Ethaniel, c'est ça? Oui. Ethaniel et Laura. Ethaniel, déjà, tu as un discours, enfin, ton lexique, ta manière de parler et ta manière de penser, de parler de toi, la distance et tout ça, c'est quand même, enfin, je ne sais pas si tu as fait les tests de haut potentiel, mais fort probable que tu fasses partie de cette catégorie-là d'être humain. Il y a quelque chose d'excessivement avancé déjà chez toi. Et c'est très joyeux de t'entendre. Je trouve ça assez génial. Mon grand garçon, par exemple, qui a 11 ans, lui, il est au potentiel aussi. Il a sauté une classe. Il veut aussi devenir astronaute. Et ce qui a été très intéressant, c'est que c'était un rêve d'enfant qu'il a abandonné pendant un moment, me disant non, je suis pas capable, je suis trop grand, j'ai peur, j'ai machin, c'est là, et il a repris après en disant il y a d'autres chemins. Peut-être je peux le faire par l'astronomie, peut-être je peux le faire en étant scientifique et pas forcément en étant un pilote, etc. Donc donc j'étais très fier de lui quand il m'a dit qu'il a retrouvé finalement une connexion avec son rêve. Et ça, je trouve ça, franchement, là, je ne fais que des compliments, mais je trouve ça merveilleux tous les deux de vous entendre ayant envie de grandir, parce que ça sous-entend sans doute un environnement familial qui vous donne confiance, ça sous-entend un optimisme aussi de votre part, enfin, assez génial. Et en effet, vous avez raison l'un et l'autre, grandir. Moi, je rêvais, toute ma vie d'enfant et d'adolescent, j'ai rêvé d'être un adulte. Et c'est magnifique parce que lorsqu'on devient un adulte, en effet, on prend de la liberté, on prend de l'indépendance, on prend de la force. Si nous, on a déjà confiance en nous, ou si on sent déjà des choses bizarres, enfin, les autres commencent à nous écouter. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on a 13 ans, quand on a 11 ans, on est parfois sous-estimé. On n'est parfois pas écouté comme avec la puissance de tes idées. Et moi, je suis absolument convaincu qu'on aurait une discussion tous les deux, j'apprendrais des trucs. Et je t'écouterai. Je suis convaincu que de toi, il y a des choses, enfin, il y a des choses, ça se sent, et ta sœur aussi, pareil, on sent dans sa voix une maturité. Enfin, vous êtes une très belle fratrie, tous les deux. Donc, c'est vraiment, c'est ça, c'est déjà avoir cette confiance que je sens que tu as, c'est la faire respecter. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as 13 ans aujourd'hui qu'il faut sous-estimer, ou que qui que ce soit doit sous-estimer ce que tu dis ou ce que. Bien sûr, tu as 13 ans d'expérience, donc tu as moins d'expérience que quelqu'un de 40 ans. Heureusement, l'expérience, ça sert. Heureusement, en 30 ans, on apprend des trucs, on vit des trucs, voilà. Donc, ça nous permet de faire moins d'erreurs. Moi, il y a une phrase que j'adore, par exemple, l'intelligence, c'est changer d'erreur. Et c'est ça, l'intelligence, c'est de ne pas faire 2 fois la même erreur. Quand tu fais 2 fois la même erreur, là, tu es un peu bêta. Là, tu as manqué justement du sens de l'observation que tu décris. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ce que tu as dit, c'est la notion de l'observation. Je dis, je regarde à l'extérieur, je regarde en moi, je médite. Et ça, c'est une des qualités primordiales pour l'évolution, évidemment, l'observation. Souvent, dans ma vie, je me retrouve à voir des choses que les autres ne voient pas. Et très, très souvent, mais sur des choses très basiques. Hein. Tu sais, comment marche une ceinture dans un avion, comment fonctionne un robinet différent d'un autre, une poignée de porte différente d'une autre. Et je ne sais pas pourquoi, je suis toujours le premier à résoudre le problème. Et je me rends compte qu'en fait, que c'est pas que je suis plus intelligent, c'est que juste j'ai plus regardé et j'ai plus observé. Donc, avant d'attaquer quelque chose, je regarde à quoi ça ressemble. Je regarde, là, par exemple, pour des poignées de porte, vous savez, il y en a qui s'ouvrent vers le haut, il y en a, il faut les bloquer vers le bas pour les ouvrir, d'autres, il faut les tirer, d'autres, voilà, ou des robinets. Enfin, il y a plein de types de choses. Et le nombre de personnes qui me disent, mais comment ça marche? Mais comment on rentre? Mais comment on fait? Etc. Et moi, à un moment, ça m'exaspérait. Je dis, les amis, juste ouvrez les yeux, observez. Et c'est ça qui manque à beaucoup de nos copains, c'est l'observation. Et quelque part, la confiance. Le fait de dire, mais on peut y arriver tout seul. On peut y arriver sans les autres.
Et ça, Daniel, c'est vraiment, et Laura aussi, c'est vraiment quelque chose sur quoi vous pouvez vous appuyer l'un et l'autre. C'est-à-dire la force, c'est d'être ensemble, c'est de compter les uns sur les autres, mais c'est aussi d'être capable d'être indépendant. Et ce que tu décris, cette sensation d'indépendance quand on grandit, c'est une vraie sensation. C'est une des forces du monde adulte, c'est que tu trouves un métier, en effet, qui te rend indépendant financièrement, qui te rend indépendant de choisir où tu vis, comment tu vis, les horaires que tu fais. Après, ce métier, moi, par exemple, j'ai choisi un métier qui est une passion. Toi, tu parles du métier d'astronaute, c'est aussi un métier qui est une passion. Donc, c'est des métiers qui ont des contraintes. Moi, j'ai des contraintes horaires, évidemment. Je fais de la télé, c'est le matin. Je fais du théâtre, c'est le soir. Je fais des répétitions, c'est l'après-midi. Donc, autant te dire que le sommeil, j'en ai pas beaucoup. Mais ces contraintes-là me permettent une liberté incroyable. Me permettent de rencontrer qui je veux, de parler aux gens avec qui j'ai envie de parler, de vivre comme j'ai envie de vivre de manière indépendante, de construire le monde auquel je crois et de construire autour de moi le monde auquel je rêvais quand j'étais plus jeune. Donc, j'ai l'impression que tous les deux, vous êtes juste sur la très, très bonne voie. Ne changez rien. C'est magnifique. Faites-vous confiance et continuez à vous écouter. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Daniel. Merci, Laura. Et merci, Eric. Ça fait pareil. Ça fait du bien. On est bien ce matin. On est bien. On a la patate. Alain, je te donne la parole. Je sais qu'il y a 3 petites filles derrière Alain, parce que je vous vois souvent au Conf Kids. Hop, il faut juste que vous rebranchez votre micro. Allez-y. Salut les filles. Vous nous entendez? Vous nous entendez? Bonjour Alain, oui, on vous entend. Suzanne, Rose, faut parler maintenant. Alice, faut parler maintenant. Salut Suzanne, Rose et Alice. Bonjour. Salut les filles. Bonjour. Comment ça va? Bien. Bon, cool. Est-ce qu'il y a des... Vous avez des questions? Il y a des choses sur lesquelles vous avez envie de réagir, dont on a parlé ce matin? Quand on est adulte, on a plus de responsabilités, on a plus de choses à gérer, plutôt que quand on est enfant, on joue plus, plutôt que de faire des trucs d'adultes. C'est juste, tout à fait juste. Et ça, c'est bien ou toi, tu aimerais avoir des responsabilités? J'aimerais quand même avoir des responsabilités, mais quand même, c'est bien d'être enfant. Alors, c'est vachement bien aussi comme remarque, tu as tout à fait raison, parce que c'est une des qualités, un des défauts de l'adulte. Enfin, de mon point de vue. Tout ce que je vous dis, évidemment, depuis le début, ça n'engage que moi, c'est ma manière de penser, mais parfois, je me suis trompé, moi, en tant qu'adulte. J'ai pris beaucoup de responsabilités. J'ai un théâtre, j'ai 2 sociétés, j'ai une dizaine de personnes de collaborateurs. Quand je suis en tournée, il y a 50 personnes qui travaillent avec moi sur les spectacles, sans compter les dizaines de personnes au bureau. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup de responsabilités, plus mes enfants, plus ma maison. Je vis à Aix, je vis à Paris, le fait d'avoir plusieurs lieux de vie, etc. Et puis les chiens, et puis les animaux, et puis enfin, tout un tas de responsabilités qui font que, à un moment, ça n'allait plus du tout dans ma vie. J'avais trop de choses sur les épaules. Et d'ailleurs, j'ai eu des crises de hernie, c'est-à-dire que je ne pouvais plus marcher, j'en avais trop plein le dos. Et je portais trop de choses. Et donc, c'est vachement, quand tu es responsable, c'est fantastique parce que tu es en puissance de ta vie. C'est-à-dire, tu es responsable de ta vie, c'est toi qui fais les choix et c'est toi qui as ta puissance. Et moi, je différencie aussi toujours ces 2 mots, la puissance et le pouvoir. Je vous les définis. La puissance, c'est être fort et pouvoir choisir sa vie. Le pouvoir, c'est vouloir prendre le pouvoir sur les autres, sur les gens, etc. Et ce sont 2 quêtes, 2 aventures tout à fait différentes. Il y a des gens qui veulent le pouvoir et c'est souvent des gens qui manquent de puissance, qui manquent de liberté, qui manquent de confiance en eux. Donc, ta puissance, c'est finalement aussi ta confiance. Et quand tu te mets plein de responsabilités sur la tête, ça permet finalement aussi de se fuir de soi, justement, de ne pas aller là où tu as peur, de ne pas aller vers ta liberté, de ne pas aller vers ta force. Donc, il y a un juste milieu à trouver. Et les responsabilités, elles ont un côté très intéressant et elles ont un côté
qui peut t'enfermer et te mettre dans des prisons, et où là, on devient, et ça, tous les parents l'ont été à un moment ou à un autre, un papa, une maman épuisée qui rentre à la maison parce qu'il a trop de responsabilités au travail et qui a plus envie d'être avec ses enfants, qui a plus envie d'être avec sa femme, qui a plus envie d'être avec les gens qu'il aime, parce qu'il est tellement, ou elle est tellement fatiguée par toutes ces responsabilités que ça lui enlève son envie de vivre. Ça enlève son envie d'être avec les autres, ça enlève son envie, et c'est normal. Et par moments, on a trop de responsabilités. Et cette vie aussi, la manière dont la société est faite, peut-être que cette société nous met trop de responsabilités et que l'humain n'est pas fait pour porter autant de choses, peut-être psychiquement. C'est possible. Je ne sais pas, c'est une question que je vous pose. Et donc, c'est très intéressant de chercher un équilibre, de responsabilité qui te rend heureux et qui te permet de continuer à aimer, de continuer à être avec les autres, et en même temps, une responsabilité qui te motive, qui te fasse te sortir de toi, qui soit un défi, qui soit une aventure. Donc, si tu as un métier qui est trop facile, où tu t'ennuies, où tu viens juste prendre ton chèque, c'est pas très intéressant. Si tu as un métier qui est difficile parfois, où tu as des défis à relever, il y a des périodes de stress, et puis tu y arrives, c'est magnifique. Et puis parfois, tu te reposes, et puis parfois, tu prends soin de toi, parfois, tu prends soin des autres. Et donc, c'est tout ça. Moi, par exemple, je vais finir là-dessus, je me pose une question souvent avant d'entamer un travail, parce que je change énormément de travail, je prends de nouvelles émissions, j'écris de nouveaux spectacles, je produis d'autres spectacles. Je me pose 4 questions. Je me dis, est-ce que je vais m'amuser? Est-ce que je vais apprendre? Est-ce que je vais gagner ma vie? Et maintenant, je me dis, est-ce que c'est singulier? Est-ce que c'est waouh? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que c'est quelque chose que moi seul peux faire de cette manière? Donc, il y a ces 4 questions de la singularité, du pognon, de l'amusement et de la pédagogie. Et si je ne m'amuse pas, je n'apprends pas, ce n'est pas rentable et c'est pas singulier, il n'y a pas d'intérêt. Et il faut qu'il y ait au moins 3 oui. Il faut qu'il y ait au moins 3 oui à ces 4 questions pour que je fasse quelque chose. Sinon, c'est pas juste. Sinon, c'est pas dans ma vie. Donc voilà, parfois, j'ai pas besoin. Il y a plein de choses que j'ai faites, pas pour le pognon. Il y a plein de choses que j'ai faites où je me suis pas amusé, où c'était difficile. Mais il faut qu'il y ait au moins 3 oui. Et c'est dans ces 3 oui que je trouve un équilibre dans les responsabilités que je prends et dans les actes créatifs ou administratifs ou autres que je prends. Merci. Ouais, cool, avec plaisir. Alors, il nous reste 5 minutes, c'est passé vite, hein, et vous êtes plein à lever la main, et c'est très frustrant, je le sais pour vous, et puis alors pour nous, je vous raconte pas parce qu'on aimerait tellement tout écouter, en fait, ce que vous avez à nous dire. Il nous reste 5 minutes avant de regarder le dessin d'Olivier, le dessin qu'il a fait de nos échanges. Je voudrais finir sur un truc. Donc, on a parlé du fait que la capacité à transformer soi-même, à se transformer soi-même et à transformer autour de soi, c'était un des grands super pouvoirs. Le fait de pouvoir regarder partout, de rester ouvert, l'acceptation, la curiosité, la confiance, la capacité à rebondir, à observer, le fait de questionner la règle aussi, ça c'est un vrai truc de l'enfance. Tout ça, et la peur aussi, la peur qui finalement nous décuple nos forces et décuple notre acuité. Et je voudrais, une fois qu'on a posé ça, parler d'un dernier truc parce que l'idée c'est de se dire au service de quoi on met tout ça dans l'avenir. Et je sais qu'il y a un sujet, alors on en a discuté avec toi Eric, on hésitait, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas, mais c'est l'optimisme. Et moi je crois qu'il faut qu'on en parle. Parce que tu as un discours là-dessus Eric qui est hyper intéressant et tu dis, il ne se vérifie pas cette dernière année, mais cette dernière année, on a vécu une année tellement incroyable, tellement hors du temps, qu'on va oublier cette dernière année pendant 3 minutes et on va parler d'optimisme et de comment le monde progresse. C'est vrai, oui, on a parlé de ça. Pendant plusieurs années, j'ai donné des conférences sur l'optimisme parce qu'on se rend compte que c'est aussi en réponse au pessimisme ambiant, et en particulier en France, et en particulier dans les vieux pays riches qui ont tendance à penser que le monde va de plus en plus mal. En réalité, avant le Covid, et là je précise bien avant le Covid, l'extrême pauvreté, ces 30 dernières années, a été divisée par 4. C'est-à-dire que par exemple, il y a plus d'un siècle,
il y avait 90% des êtres humains, alors qu'on n'était qu'1 milliard, qui étaient sous le seuil d'extrême pauvreté, c'est-à-dire, c'est calculé, là je vous parle vraiment de chiffres, sur le fait de 1,90 $ flottant, donc c'est un panier d'achat, c'est-à-dire que tu peux pas te loger, tu peux pas te soigner, tu peux pas aller à l'école, enfin c'est vraiment l'extrême pauvreté. Et cette extrême pauvreté, avant que le Covid ne commence, était à 8,9%, c'est-à-dire que 80% de la population mondiale était sortie de cette extrême pauvreté. Donc c'est absolument énorme. On voyait aussi, par exemple, des indicateurs très intéressants, des indicateurs sur l'école. On voyait que les gens de moins de 30 ans, il y a 30 ans, n'allaient que 5 ans à l'école en moyenne, les femmes 2 ans, les hommes 5 ans. Et aujourd'hui, les femmes, ils vont 7 ans, les hommes 9 ans. Donc, c'est-à-dire que l'écart entre hommes et femmes a diminué et l'accès à l'école a énormément augmenté. Et l'école, c'est la base de tout. Si on croit comme moi à la curiosité, donc que l'éveil intellectuel sauve notre humanité, évidemment, l'école, c'est le sujet le plus important. Donc, voir que l'école, l'accès à la santé, la même chose. La mortalité, par exemple, par catastrophe naturelle, on voit que les catastrophes naturelles augmentent, mais en 30 ans, le nombre de morts a divisé par 10 à cause des catastrophes naturelles. Ce qui veut dire que des pays, où qu'on soit dans le monde, prennent plus soin de leur population. Et ça, tous ces chiffres-là, vous pouvez les retrouver sur un site de vulgarisation statistique qui s'appelle gapminder.org, gap, G-A-P, minder, M-I-N-D-E-R.org, et ils viennent du travail de la grande université d'Oxford qui s'appelle Our World in Data, notre monde en chiffres, qui traite tous les chiffres de toutes les indications de santé, de mortalité, de vie, de démocratie du monde entier continuellement, en réunissant toutes les informations venant de tous les organismes mondiaux, de tous les pays, etc. Donc, c'est vraiment des chiffres qui sont vérifiés, revérifiés, vérifiés, donc des sources d'une grande sécurité. Et ce site, Gapminder, avait créé un questionnaire en direction des dirigeants du monde entier, de 200 questions, si je me souviens bien, où il y avait un QCM, c'est-à-dire les questions à choix multiples, et il y avait toujours un choix qui était pessimiste, un choix qui était optimiste, et un choix qui dit « ça ne bouge pas ». Et sur ces 200 questions, il y a 90% des questions où le monde avait évolué dans la bonne direction, de manière optimiste. Et ça, c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte. On pense que le monde s'appauvrit, c'est faux. On pense que la santé se dégrade, c'est faux. On pense que les gens vivent moins longtemps, c'est faux. Par exemple, en Chine, en Inde, avant le Covid, encore une fois, je vous parle de ça avant le Covid, en Inde, il y a 300 millions de personnes qui sont passées de l'extrême pauvreté à la classe moyenne. C'est pas un détail. 300 millions d'êtres humains, 300 millions d'êtres humains, c'est-à-dire que c'est la population des États-Unis, un peu moins que la population de toute l'Europe entière, qui n'étaient pas capables de manger, de se nourrir, de se laver, d'aller à l'école, qui sont capables maintenant d'offrir à leurs enfants des maisons, une voiture, un truc. C'est pas anecdotique, c'est vraiment une évolution énorme du monde. Et ça, c'est magnifique. Mais ça a un contre-coup. C'est un contre-coup terrible pour la planète, parce que cet enrichissement de l'humain il est au détriment de la planète. C'est un contre-coup sur les vieux pays riches comme les nôtres. Les vieux pays riches comme les nôtres ont tendance à stagner, voire à légèrement s'appauvrir depuis quelques années, alors que les pays émergents et maintenant les nouveaux pays riches ont tendance, eux, à s'enrichir à vitesse grand V. Mais sur l'ensemble de l'humanité, on parle de centaines de millions d'êtres humains qui vont beaucoup mieux qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Maintenant, la question se pose de voir quelles vont être les suites de cette crise pandémique qui, malheureusement, on le sait très bien, touche avant tout les plus défavorisés. Et ça, je vous avoue que c'est ma grande inquiétude dans les années qui viennent, c'est tous ces progrès qui ont été faits, vont-ils perdurer? Alors moi, je crois évidemment à l'être humain. Je crois que l'être humain, de manière générale, tous les êtres humains que vous rencontrez, 9 sur 10 vous veulent plutôt du bien. Et ça, c'est plutôt encourageant. Donc, de manière générale, on se veut du bien les uns aux autres et on veut que l'autre soit bien. Donc ça, c'est quand même une conviction pour moi très importante. Super, merci beaucoup. Bon, alors il y a plein de gens qui nous demandent est-ce qu'il peut nous faire un tour de magie, s'il vous plaît. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il en a fait un gros tour de magie tout le long et que si vous avez bien entendu tout ce qui a été partagé, aujourd'hui, il y a vraiment... La vie est magique. Une heure. Ah ben voilà, magnifique.
Super. Voilà, je considère qu'on a fait de la magie pendant 1 heure, en tout cas, on espère. On va, pour terminer, partager le dessin d'Olivier. Merci, Olive. Ah oui, c'est dense. Purée, il s'en est passé des choses pendant 1 heure. La mort, l'inconnu, grandir, les rêves des enfants, conduire, aller. Oui, parce qu'on a eu un enfant qui rêvait de grandir pour avoir son permis et conduire une Jeep. Et pourquoi pas? Aller sur la Lune, relever les défis. Tu veux Magnifique. commenter, Eric? J'adore. Et puis, il a mis toutes mes références. Il a mis Brel, Picasso, Daboville, l'acceptation, le pardon, le très beau chemin. Il est génial, ce type. Ouais. Super, j'adore. Notre Olive. Mais en tout cas, la fin, c'est génial. Curieux, libre et connecté à ses rêves. Si on ne garde qu'une seule chose aujourd'hui, quels sont les rêves, quelles sont nos passions, de quoi on a envie, et continuer à y croire, continuer à être connecté à ses rêves. Un adulte qui a oublié ses rêves, c'est un adulte qui va pas bien. Voilà. Bon, eh ben, on va terminer là-dessus. Merci 1000 fois, Eric, d'avoir été avec nous. Super cool. Avec plaisir. Merci aux enfants, merci aux parents, merci Samuel, Eric, Olivier derrière l'écran et qui m'aident à la technique, à la gestion de... Oui, il y a des personnes qui ont réagi sur Facebook, donc on leur a répondu en parallèle, hein, pas d'inquiétude, on a essayé d'abandonner personne. On vous retrouve le 12 juin sur ConfKids pour parler de transition énergétique. Voilà, on va parler énergie fossile, énergie renouvelable, mais pas seulement, on va aussi parler de l'énergie qui nous lie les uns aux autres, parce que les énergies, ça prend plein de formes différentes, celles qu'on utilise et puis aussi celles qu'on est. Voilà. On vous embrasse très fort. D'ici au 12 juin, eh ben, soyez heureux, éclatez-vous, profitez des terrasses et prenez soin de vous. À bientôt. Ciao. À bientôt. Au revoir.